Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre d'Albert Jacquard, où Huguette Planès a participé, vous verrez, les questions viennent d'elle. Donc le livre s'appelle Petite philosophie à l'usage des non-philosophes. Donc on va dire que c'est une introduction. Après, vous comprenez qu'en philosophie, les portes d'entrée sont multiples, elles sont peut-être aussi variées et diversifiées qu'il y a de gens. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que on va suivre de grands concepts. Donc par exemple le travail, la biologie, la démocratie, bref, on va suivre des grands concepts. Et autour de ces concepts, Huguette Planès va poser des questions, Albert Jacquard va apporter sa réponse. Et quelque part, à chaque fois, tout ça, ça sera un peu une porte d'entrée. Et ça m'a semblé assez intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais sélectionner tout simplement le premier concept qui est abordé. On est un petit peu dans un abécédaire ici, façon Gilles Deleuze, si vous voulez. D'ailleurs, je vous recommande les vidéos de Gilles Deleuze, son abécédaire, c'est absolument extraordinaire et très très intéressant. J'hésite presque à en publier également sur la chaîne, tellement c'est fascinant, parce que au moins je participerai un petit peu à faire connaître tout ça. Bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence bien par le terme autrui. Je lirai donc à chaque fois la question, puis la réponse d'Albert Jacquard. Alors, chaque concept est introduit également par une citation. Ici, on en a une très intéressante de Martin Luther King, MLK. « Apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. » N'est-ce pas ? Donc la première question de Huguette pour Albert Jacquard. Des générations d'élèves de philosophie ont appris la phrase célèbre de Sartre « L'enfer, c'est les autres ». Comment rétorquez-vous ? En remarquant que, loin d'exprimer l'opinion de l'auteur, cette phrase n'est qu'une réplique en situation dans une pièce de théâtre. Elle ne représente que le constat d'un personnage commençant son séjour en enfer. S'il avait été reçu au paradis, sans doute aurait-il déclaré « le paradis, c'est les autres ». Mais s'il avait continué sa vie terrestre, il aurait dû constater que l'enfer, c'est d'être exclu par les autres. Les autres ne sont pas notre enfer parce qu'ils sont autres. Ils créent notre enfer lorsqu'ils n'acceptent pas d'entrer en relation avec nous. Je crois à la nécessité du rapport à l'autre non seulement pour être heureux, mais bien plus fondamentalement pour être conscient. Question 2. Voulez-vous dire que vous ne pourriez exister sans les autres ? Certes, seul, je pourrais exister, mais je ne pourrais pas le savoir. Ma capacité à penser et à dire « je » ne m'a pas été fournie par mon patrimoine génétique. Ce que celui-ci m'a donné était nécessaire, mais non suffisant. Je n'ai pu dire « je » que grâce au « tu » entendu. La personne que je deviens n'est pas le résultat d'un cheminement interne solitaire. Elle n'a pu se construire qu'en étant au foyer des regards des autres. Non seulement cette personne est alimentée par tous les apports de ceux qui m'entourent, mais sa réalité essentielle est constituée par les échanges avec eux. Je suis les liens que je tisse avec les autres. Avec cette définition, il n'y a plus de coupure entre moi et autrui. Question 3. Il reste pourtant qu'autrui, par définition, est autre. C'est justement parce qu'il n'est pas identique à moi qu'autrui participe à mon existence. Une charge électrique n'est définissable qu'en présence d'une autre charge. C'est cette coexistence qui est source de tension. Elle initie une dynamique, celle de la communication. Communiquer, c'est mettre en commun. Et mettre en commun, c'est l'acte qui nous constitue. Si l'on estime que cet acte est impossible, on refuse tout projet humain. Reste évidemment à surmonter les difficultés qui font de chaque communication un exploit. Il n'est sans doute pas possible d'atteindre une authenticité synonyme de compréhension totale. Les moyens utilisés pour communiquer ne peuvent être parfaits. La chaîne, pensée, phrase dite pour exprimer cette pensée, phrase entendue, pensée reconstituée à partir de cette écoute, comporte de multiples occasions d'erreur ou d'imprécision. Par exemple, la phrase
Le petit chat est mort, dans la pièce de Molière, est le cas limite d'une information apparemment objective, dépourvue de toute ambiguïté, et qui pourtant, par association d'idées, provoque des inquiétudes d'une autre nature plus grave que la mort du petit chat. En fait, toute phrase, même si elle se résume à un sujet, un verbe et un complément, est porteuse d'un message qui la dépasse, compte tenu du contexte et de la façon dont elle est émise. Elle contient certes une information, mais elle participe simultanément à une communication, ce qui implique au moins 2 personnes et par conséquent intervention simultanée de celui qui émet et de celui qui reçoit. Autrement dit, un mot n'a de sens que dans un certain contexte. Ce contexte ne peut être le même, par exemple, pour un jeune et pour un adulte. Il faut donc admettre que l'outil de la communication est imparfait. Il n'y a pas de recette pour y remédier, sinon la conscience, de part et d'autre, de cette difficulté et la volonté de la surmonter en n'enfermant pas l'interlocuteur dans les phrases qu'il est prononcées. On peut, tout au moins, espérer que ces difficultés inhérentes au procédé d'échange ne seront pas accrues par l'attitude des personnes en cause. Si le mensonge ou la mauvaise foi s'insèrent dans le processus, il n'y a plus échange, mais manipulation réciproque. Question 4. Mensonge, mais aussi humiliation. N'est-ce pas encore pis ? La condition première de toute communication est en effet le respect. Respecter autrui, c'est le considérer comme une partie de soi, ce qui correspond à une évidence si l'on accepte la définition « je suis les liens que je tisse avec d'autres ». Du coup, l'éthique ne consiste plus à formuler des préceptes qui tomberaient du ciel, elle est la conséquence de la prise de conscience de ce que nous sommes et de ce qui nous fait. Question 5. Jean Jaurès tenait à ne pas confondre respect et tolérance. Il pensait que le mot tolérance était dangereux, en tout cas insuffisant, condescendant, voire injurieux. On vous tolère. Bon, c'est pas exactement une question. La tolérance est une attitude très ambiguë. Il y a des maisons pour cela, disait Claudel. Tolérer, c'est se croire en position de domination, de jugement. C'est s'estimer bien bon d'accepter l'autre malgré ses erreurs. Il faut aller dans une toute autre direction et prendre conscience de l'apport d'autrui, d'autant plus riche que la différence avec soi-même est plus grande. C'est d'ailleurs pourquoi, autant je valorise la communication entre personnes, autant j'ai les plus expresses réserves à l'égard des technologies dites de communication qui ne sont en réalité que des moyens d'information. L'informatique, dans la mesure où elle apporte de l'information, est précieuse, mais elle n'apporte que de la communication mise en boîte, surgelée. Elle est incapable de provoquer les sursauts créateurs qui se produisent tout naturellement dans un dialogue vrai, fait de silence, autant que de paroles. La télévision, elle aussi, est un moyen d'information, c'est-à-dire de mise en forme, mais très rarement un moyen de communication, c'est-à-dire de mise en commun. En fait, elle conduit plutôt à supprimer toute conversation puisqu'elle est à sens unique. Le danger est grand qu'elle fasse de nous des êtres passifs qui ne peuvent réagir qu'en zappant, c'est-à-dire en quittant l'interlocuteur et non plus en lui répondant. Exprimer une idée est une activité difficile à laquelle il faut s'exercer. La télé supprime cet exercice. Nous risquons de devenir un peuple de muets, frustrés de leurs paroles et qui se défouleront par la violence. Huguette. On le voit bien dans le cas extrême de ceux qui sont relégués dans les banlieues et à qui toute véritable communication est rendue impossible. Bien sûr, ce n'est pas la véritable étymologie, mais banlieue sonne en effet comme lieu de bannissement. Mais il est vrai que ceux qui y vivent sont mis hors de la ville, hors de la loi, hors de la vie. L'essentiel leur est refusé, l'échange avec l'autre. Allons au cœur du problème de chacun, devenir soi-même. Or, cette autométamorphose n'est réalisable que par l'échange. La nature nous a donné tous les organes nécessaires pour devenir humains, mais elle ne nous a pas indiqué le chemin à suivre. Pour parvenir à cet exploit fabuleux qu'est la capacité à se savoir-être, il faut bénéficier du regard des autres. Il faut, peu à peu, tisser les liens qui sont notre véritable personne. Le village, la ville, la nation devraient être les lieux de ce tissage. Cela suppose pour chaque regard la possibilité de rencontrer un autre regard, humain, face à humain, sans hiérarchie, sans trace de mépris.
Comme elle est loin de cet idéal, la banlieue qui entoure nos villes. Les jeunes voient au loin les lumières d'une métropole qui ne les attend pas. Ils jouent à la guerre car ils ont compris que la violence est pour eux la seule issue. Ils taguent les murs pour les rendre moins aveugles, moins implacablement fermants. Les adultes ne voient plus la tristesse de ces bâtiments répétitifs. Ils acceptent la débâcle des rêves de leur enfance. À nouveau Huguette. Dans la construction de chacun, quelle place faites-vous à la solitude ? Solitude. C'est le même mot pour deux situations opposées, la solitude subie, la solitude désirée. La première est dramatique. J'ai besoin des autres et personne n'est là. Je suis comme un feu qui meurt étouffé, faute d'oxygène. La seconde est, à certains moments, nécessaire pour retrouver la cohérence de tous les matériaux qui se sont accumulés pour renouer ces fils, pour se préparer à de nouvelles rencontres. Cette solitude choisie peut être aussi elle-même l'occasion d'une rencontre. C'est tout le miracle de la lecture. Quel bonheur que d'entendre Montaigne nous faire des confidences. Huguette, pour la dernière question. Au cours de votre vie, dans votre adolescence, avez-vous souffert de la solitude ? Bien sûr, j'ai été timide, incapable de m'exprimer, persuadé que chaque mot prononcé par moi était faux, encombré de mon corps, cherchant refuge dans la solitude tout en la trouvant douloureuse. Mais j'ai eu la chance de peupler cette solitude de tous les auteurs rencontrés dans les rayonnages des bibliothèques. Ils ont été très gentils avec moi. Ils ne sont jamais moqués de moi. Ils m'ont fait désirer le contact avec les êtres de chair, plus inquiétant mais tellement plus attirant que ceux dont il ne reste que les mots.